Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. L'autre fait qui m'a vraiment énervé, c'est l'interview de Jordan Bardella par Apolline de Malherbe. Tu sens la mascarade, tu sens que cette interview n'est pas faite pour pousser Jordan Bardella dans les retranchements et montrer que soit il est compétent, soit il est incompétent, mais pour essayer de lui laisser la place pour installer une posture de dirigeant. Et ça m'énerve. Et donc, sans plus tarder, on va analyser la vidéo. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je pense cela. Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame de Malherbe, merci de votre invitation. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, non seulement à mes questions, mais aussi à celles des auditeurs et des téléspectateurs qui sont très nombreux depuis ce matin à m'envoyer leurs questions et à vouloir réagir. Vous êtes le président du Rassemblement national, vous êtes le vainqueur des élections européennes, vous êtes arrivé premier et puis vous faites campagne pour être le Premier ministre en cas de victoire du RN aux législatives. D'abord une question sur le programme, parce que première chose qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, en France, des gens, je sais que c'est la mécanique des institutions françaises, le chef de parti, si son parti gagne les élections, normalement, soit c'est lui, soit quelqu'un choisi par son parti pour devenir Premier ministre. Mais nous avons vu pendant ces élections que Jordan Bardella, il n'était même pas au niveau sur ses dossiers, sur l'Europe, sur le pays, pour être député européen. C'est quasiment un vote sanction qui l'a conduit à être premier ou gagnant des élections européennes en France. Et parce que le président fait son plan qu'on ne sait pas pourquoi, soudainement ce type se transforme de l'incompétent notoire qu'il était à Premier ministre ou à potentiel Premier ministre de la France. Y a-t-il de gares en Ile-de-France? Il y en a un peu plus de 300 je crois. Non, on est à plus de 800. Pensez-vous que du jour au lendemain, toute son incompétence s'est transformée en expérience et compétence pour devenir Premier ministre de la France. Et vous allez sentir pendant toute cette interview, je ne vais commenter que les 5 premières minutes, vous voyez comment cette dame, elle l'accompagne, ou comment est-ce qu'elle fait exprès de poser des questions stupides pour que lui y réponde et puisse paraître comme quelqu'un de bon dans l'échange, dans le débat ou dans la difficulté, pour qu'on l'apprécie ou alors pour améliorer son image. Parce que n'oubliez pas, elle travaille pour un média, comme vous le voyez, hier Zemmour, quand il était venu pour déclarer l'exclusion de Marianne Maréchal Le Pen, comme Alma Dufour s'est fait travailler sur le plateau avec les GG et je sais pas la dame là qui n'arrêtait pas de questionner Zemmour. Elle-même, souvenez-vous de quand elle questionnait Dominique de Villepin et quand elle questionne les gens de la France insoumise, comment elle essaye de les malmener, comment elle essaye de leur couper la parole, comment elle essaye de tout faire pour les perturber pour que quand elle commence à poser un raisonnement concret, une démonstration, il essaye de le casser. Regardez ici la complaisance qu'elle laisse à Jordan Bardella. Ces gens-là ne sont pas là pour que le RN échoue, ces gens-là sont là pour que le RN réussisse parce que leur plus grande crainte, c'est que la France insoumise gagne les élections législatives et là prennent des mesures contre Israël parce que ça sera eux qui vont gouverner la France et donc ils peuvent forcer à ce que les choses se passent autrement à Gaza et surtout leur parole sera beaucoup plus audible par rapport au massacre qui se passe à Gaza et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Qu'on découvre depuis hier, c'est que finalement vous ne ferez pas le référendum sur l'immigration, c'était la pierre angulaire de votre programme, non, que c'est finalement la prérogative du président de la République, que finalement vous ne supprimerez pas la double. Ouais, si vous vous y connaissez dans les institutions françaises, comme elle est censée s'y connaître, peux-tu réclamer à quelqu'un qui se présente pour être Premier ministre de la France le fait de ne pas pouvoir faire un référendum? Parce que si tu connais les institutions françaises, tu sais que le référendum est un privilège du président de la République. Et vous voyez, tout de suite, il saute sur l'occasion pour rappeler que ce n'est pas de son fait. Ça, c'est un fait ou un privilège du président de la République. Et que c'est pour cela, ça ne figure pas dans son programme. Se fait-elle passer pour qu'il passe pour un homme compétent? Ou est-ce réellement ce qu'elle cherche à établir?
double nationalité, contrairement à ce qu'affirmait encore hier soir Sébastien Chenu, votre vice-président, Marine Le Pen, madame. et que finalement vous ne reviendrez plus sur la réforme des retraites. C'est faux. Ça commence bien. Madame. C'est à quelle version de votre programme qu'on doit se fier? D'abord, bonjour. Dimanche 9 juin, le Rassemblement national a réalisé un score important, un score historique et le plus haut score qu'il ait réalisé de toute son histoire. Suite à notre demande, alors que tous les observateurs m'expliquaient que c'était impossible, pendant de nombreux mois, le président de la République a entendu notre appel, a décidé... que vous aviez lancé d'ailleurs ici même. Parfaitement, de prendre acte et de revenir devant les Français en organisant le 30 juin et le 7 juillet des élections législatives anticipées. Dans ce cadre-là, le Rassemblement national peut aujourd'hui obtenir, et c'est tout le travail que j'essaie de bâtir en ces temps, une majorité pour offrir à la France une majorité nouvelle et un gouvernement issu du Rassemblement national, mais un gouvernement d'union nationale avec l'ambition de redresser le pays. Donc nous travaillons précisément à la constitution d'un projet autour de 3 grandes urgences, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Pardon de revenir sur les questions. Vous avez vu? Elle a laissé raconter tout ce qui s'est passé depuis qu'il a gagné les élections jusqu'à ce moment précis. Elle ne l'a pas coupé une fois. Souvenez-vous-en. Et essayez de vous souvenir de comment elle malmène tous les autres, ou même si elle leur laisse le temps de parler pendant 1 minute ou je ne sais pas combien de temps il a parlé sans placer un mot. Vous m'avez posé... En fait, on a besoin de clarification, c'est-à-dire savoir pour vous me dites je ne ferai pas vous me dites je ne ferai pas de référendum sur l'immigration. Le référendum, notamment par le déclenchement de l'article 11, vous le savez, la prérogative non pas du Premier ministre, mais du président de la République. Tout à fait. En revanche, si je deviens Premier ministre... Ce type qui a été pris dans les débats pour les élections européennes, il n'était même pas capable de répondre à des questions. Maintenant, elle lui pose une question tout à fait stupide pour qu'il paraisse au point au niveau de sa maîtrise des institutions françaises. Et regardez bien, preuve qu'elle a fait exprès de poser une question idiote. Quand on lui dit que voilà, le référendum n'est pas de la prérogative du gouvernement, mais du président de la République. Et là, elle dit tout à fait. Donc ça veut dire qu'elle le savait. Mais pourquoi a-t-elle posé la question? C'est une mascarade. C'est de l'enfumage. Regardez comment on traite cet homme sur le même média, par l'une des personnes qui malmènent le plus tous les gens qui sont anti-sionistes. Et regardez ici comment elle traite Jordan Bardella. Ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc je ferai voter dès les premières semaines de mon action par le Parlement une loi immigration qui aura notamment dans un premier temps vocation à faciliter les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers en levant les contraintes administratives qui... L'expulsion des délinquants, criminels, islamistes étrangers. Vous en connaissez beaucoup, vous, de délinquants, criminels, islamistes étrangers en France? Vous en connaissez beaucoup? Moi, quand j'attends ça de la bouche de Jordan Bardella, ça me fait dire que voilà, cet homme-là ne connaît pas la France. Il fantasme la France. Cet homme-là bénéficie de l'anxiété créée par ces chaînes de médias continus. Si vous avez vécu dans le 93 ou dans les endroits chauds, vous savez que ces gens-là, même dans le 93, tu n'en trouves pas tous les jours. C'est à peine si tu en trouves 1, 2 ou 3 que la plus grosse criminalité, la plus grosse délinquance en France n'est pas faite par des islamistes. C'est fait par les 3e, 4e générations des gens qui se sont intégrés en France, qui ont fait des enfants en France et qui voient leurs petits-enfants aller à l'école en France, faire le parcours méritocratique français, et quand ils arrivent au bout, ils n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes chances que les autres personnes qui ont une couleur de peau différente d'eux. C'est à la fin, c'est au moment où tu es censé recevoir ou mériter la récompense aux efforts que tu as fournis pour bien vivre en France, c'est là que tu te rends compte qu'il y a 2 France. Et donc les gens qui ont subi ça, leurs petits frères, qui voient que, mais attends, on a la TES, on a la Cité, on voit tous ceux qui ont fait des études et tout ça, sur 10, il y en a 2 qui s'en sortent, il y en a 8 qui restent sur le carreau. C'est comme ça que la France est rentrée dans ce cycle.
Ce n'est pas à cause des gens qui arrivent en France. La plupart des gens qui arrivent en France s'intègrent beaucoup plus vite que les gens qui sont nés et grandis en France parce qu'ils ne viennent pas avec l'assurance d'être français. Ils ne viennent pas pour devenir français. Ils ne viennent pas pour foutre le bordel en France. Ils viennent pour s'intégrer, bien gagner leur vie, et n'importe quel travail qui leur permettrait de mieux gagner leur vie que de là où ils viennent leur suffit. Et leur préoccupation majeure, c'est de pouvoir faire venir les gens qu'ils ont laissés là-bas, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, et ensuite de bien gagner leur vie pour pouvoir aider leurs familles qu'ils ont laissées là-bas, leurs parents, leurs tantes, leurs sœurs, qui sont dans des difficultés là-bas et qui n'auront pas l'occasion de venir en France. Ils n'ont pas le temps de foutre ce bordel. Qui s'applique. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, on pourra rentrer dans les détails, et surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair, je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux. Deuxième. Je supprimerai le droit du sol. Voilà des gens qui rêvent, qui racontent des conneries. Ce qui fait la grandeur de la France aujourd'hui, c'est le droit du sol. La France a peut-être des présidents français qui sont blancs, mais ceux qui font la grandeur de la France, c'est l'immigration de la France. Les Aya Nakamura, les Gims, les Dadju, les Benzema, les Mbappé, les Noah, eux aussi sont de la France. Et eux aussi sont devenus français. Pourquoi? Par le droit du sol. Et donc pourquoi cette France-là n'aurait plus le droit d'exister? Et le problème avec ces gens-là, c'est toujours ça. C'est qu'ils oublient qu'en disant ça, ils stigmatisent les autres personnes. Parce que si on fait le raisonnement qu'il est en train de faire là, ça veut dire que le référendum qui exclut que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante n'est pas valable. Parce que la majorité des gens qui ont voté à ce référendum ne sont pas originaires de Kanak. Une bonne partie d'entre eux, c'est parce qu'ils sont nés sur ce territoire-là. Doit-on aussi maintenant considérer les Français immigrés en Kanak non légitimes? Vous m'avez interpellé sur la question de la réforme des retraites. Sur la question de la réforme. Ouais, ça montre que c'était de la récitation. Le mec, il n'est pas prêt. Il était préoccupé. On aurait dit qu'il avait reçu les questions avant, ou qu'il a dû avoir un truc avant, parce qu'il a récité sa réponse. Si vous avez l'occasion de regarder cette interview sans mes coupures, vous verrez qu'il a récité sa réponse comme un enfant qui a appris sa feuille par cœur. Et c'est pour cela qu'il a oublié la deuxième question. On lui a dit qu'il doit se prononcer sur le référendum, sur les retraites et sur le droit du sol. Il a répondu sur le référendum, il a répondu sur le droit du sol, et là, il lui reste les retraites. Forme des retraites. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique, budgétaire et financière du pays est dans un état catastrophique. Avant de remonter la pente, nous devons mettre un coup d'arrêt à la glissade dans laquelle nous ont conduit les macronistes. Donc, sur la question économique, j'ai une priorité, et je crois que cette priorité, c'est aussi celle des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Dès les premières semaines de mon action comme Première ministre, je ferai d'abord de la baisse de la TVA sur le carburant, sur l'énergie, sur l'électricité, le gaz et le fioul. Alors que des millions de Français n'arrivent plus aujourd'hui à payer leurs factures, l'une de mes priorités, dans mes premiers jours de mon action, dans les premiers jours, vous baissez les taxes immédiatement une baisse des taxes sur l'énergie, parce que se déplacer et se chauffer est aujourd'hui dans notre pays, madame, en train de devenir un produit de luxe. Gabriel Attal a, dans sa première décision, au mois de février, décidé d'augmenter de 10% les prix de l'électricité, et le gouvernement d'Emmanuel Macron s'apprête au 1er juillet à augmenter de 10% les prix du gaz. Donc, j'annulerai. Ici même, lundi, disait que le prix de l'électricité allait baisser d'ici 6 mois de 15. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Depuis 2 ans, hausse de 45% des factures d'électricité. Donc, première mesure, c'est la Moi, ce qui me débecte, c'est de voir la complaisance avec laquelle elle le laisse parler. Parce que je peux vous dire quelle était ma frustration de voir à quel point elle essayait de couper la parole à Dominique de Villepin,
qui est bien plus compétent que Jordan Bardella et qui a des choses beaucoup plus intéressantes à dire et de façon plus intelligente. Même lui, je crois, il doit se retourner dans sa tombe en voyant Jordan Bardella qui vient dire qu'il va devenir Premier ministre de la France. Bon, il ne doit pas se retourner dans sa tombe, il doit mal dormir. Désolé, il n'est pas encore mort. Il n'a pas répondu sur la réforme des retraites. Tout ce qu'il a dit, c'est que la situation de la France est catastrophique. Mais il n'a pas dit ce qu'il va faire par rapport aux retraites. Mais je peux vous garantir que si c'était n'importe quelle autre personne qui n'est pas du bon côté de la barrière selon Apolline de Malherbe, elle l'aurait sauté sur l'occasion pour démontrer toute son incompétence. Elle lui aurait rappelé qu'il n'a pas répondu à sa question, mais elle aurait profité de la brèche qu'il a laissée pour l'enfoncer. Parce qu'elle allait poser plein de questions, elle allait essayer de montrer que tu n'as pas d'expertise dans ce que tu essaies d'éviter et que tu n'es pas compétent. Mais ici, non. Il a sauté la question des retraites et elle aussi, elle le laisse aller. TVA, et je ferai donc voter cette mesure par le Parlement par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificatif. Et deuxièmement, je souhaite aller devant la Commission européenne pour négocier une dérogation sur le marché européen de l'électricité pour sortir des règles de fixation des prix et permettre immédiatement à la France de retrouver un prix français de l'électricité. Les gens qui nous écoutent ce matin doivent savoir que Emmanuel Macron se soumet à ces règles. C'est l'Allemagne et ce sont la Commission européenne qui artificiellement décident d'indexer le prix de l'électricité en France sur le prix de la dernière centrale à baisse, c'est-à-dire sur le gaz. Et dire donc, que parfois ça nous arrange. Parce que précisément, on en vend beaucoup de l'électricité à nos voisins. Oui, que donc si vous faites baisser le prix, oui, ça va être très bien pour les factures des Français, exactement. Mais ça va aussi être très mauvais à long terme puisqu'on vendra moins cher l'énergie qu'on exporte. Mon ambition, c'est l'autre. Regardez, Honoré dit il est en panique. Vous avez vu ses yeux, comment ils ont bougé? Honoré dit qu'il n'avait pas prévu qu'elle allait lui dire ça. Il pensait qu'elle allait être d'accord avec lui. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est cette histoire d'électricité en France. Si ça, c'est pas la faillite des élites françaises, je sais pas comment ça s'appelle. La France, l'Espagne, le Portugal produisent de l'électricité. Celui qui produisait l'électricité le moins cher des trois, c'était la France. Et la France a accepté de créer une concurrence fictive à EDF pour pouvoir revendre l'électricité plus chère à l'Allemagne qui voulait que l'électricité soit plus chère parce qu'elle, pour produire son électricité, ça lui coûtait plus cher. Donc il fallait que tout le marché s'aligne sur le prix de l'électricité en Allemagne parce que l'Allemagne produisait une bonne partie de son électricité au gaz. Et donc c'était au prix marginal du coût de l'électricité de base qu'il fallait aligner les prix de l'électricité. Pensez-vous que la France a accepté de s'aligner à ces conditions parce qu'on l'a contraint ou parce que les élites françaises ont vu là une occasion de se faire de l'argent sur le dos des Français? Parce que l'Espagne et le Portugal, eux, ont refusé de s'aligner à ça. Et comme par hasard, vous allez me dire que l'Espagne et le Portugal, ils ont plus d'influence que la France pour dire non à un tel projet? Les élites françaises ont accepté cette idée parce que ça allait permettre aux amis milliardaires des élites politiques français de pouvoir créer des entreprises fictives qui ne produisent pas d'électricité, qui allaient racheter l'électricité à EDF au prix où elle le produit et revenir lui faire concurrence au prix du marché quand ils allaient le revendre à l'Allemagne et à d'autres pays. Donc dans tout ça, vous avez l'électricité qui est produite, je crois, à 50 € le kilowattheure et EDF est contraint de revendre une partie de cette électricité qu'elle produit à 50 € le kilowattheure à des compagnies fictives, les Technip et tous les gaz de France et je sais pas quoi là. Elle leur revend à eux aussi à 50 € et après eux tous là, ils vont sur le marché pour aller le vendre au prix du marché qui correspond au prix de la production de l'électricité marginale par la centrale à gaz en Allemagne. Donc EDF aurait pu juste directement revendre son électricité aux autres pays européens ou aux autres compagnies européennes tout en maintenant l'électricité dans son pays moins cher, mais on a préféré que non seulement on va faire des bénéfices en revendant plus cher à d'autres, mais en plus de ça, on va aussi vendre plus cher à notre propre population qui n'avait pas les moyens. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'électricité, je crois, a été multipliée par je ne sais pas combien. Si je me souviens de mes dernières factures d'électricité que j'ai payées en France, et ça a été multiplié par 10 en 10 ans.
Là où les gens ils avaient des factures de je ne sais pas combien, de 20, 30 euros, s'ils n'utilisaient pas leur truc, en hiver, tu peux te retrouver avec des factures, on a vu, qui peuvent atteindre les 1000 euros, les 500 euros. Tout ça pour que les politiciens et leurs amis se fassent plus d'argent. Autonomie stratégique, et c'est l'autonomie énergétique. La France a, de tout temps, eu comme atout industriel et stratégique majeur son parc nucléaire. Je souhaite donc qu'elle puisse bénéficier de son avantage comparatif. Grâce au nucléaire, c'est une énergie décarbonée, pas chère, c'est bon pour les ménages, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Donc ma priorité économique, ça sera le pouvoir d'achat. Après... Vous avez vu comment il déblatère? On aurait dit que ce sont des paragraphes qu'il a appris par cœur. Et regardez comment elle le laisse parler sans l'embêter. Et comprenez de vous-même. Parce que vu qu'il fait du par cœur des choses qu'il ne maîtrise pas, si on lui pose trop de questions, il sera perdu. Et il sera perçu comme incompétent. Alors comme on est venu ici pour faire une interview fictive, pour faire paraître Jordan Bardella comme compétent, comme quelqu'un qui maîtrise ses dossiers, alors on ne va pas trop le titiller. Mais par contre, quand on reçoit la France Insoumise, là par contre, on déborde du cadre. On va parler des choses qui se sont passées ailleurs, on va revenir sur des événements qui sont déjà oubliés, on va mentir, on va travestir les faits, on va tout faire pour déstabiliser la personne. Mais Jordan Bardella, on ne lui rappelle rien. Là, ça fait 5 minutes 23 qu'il parle. Apolline de Malherbe a fait 3 interventions et ne l'a pas bousculé une fois. Vous êtes libre de déterminer maintenant de vous-même si cette interview pour trahir l'objectif de la dissolution et pour favoriser la venue du RN au pouvoir, ou si c'est vraiment qu'il est venu là pour être interviewé sur son programme soi-disant. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. C'était Hertz, peace out.